Tout a commencé avec Joseph Scott Morgan, un éminent professeur de médecine légale appliquée qui s'y connaît en scène de crime. Selon lui, certains détails concernant la mort de Gene Hackman et de sa femme ne collent pas. Quelques jours plus tard, l'hommage émouvant de Morgan Freeman à Gene Hackman lors de la cérémonie des Oscars ne fait qu'attiser les flammes. D'une manière ou d'une autre, ces mots ouvrent la voie à de nouvelles théories. Les gens commencent à relier des points qui n'étaient pas censés l'être. Mais qu'est-ce que Morgan Freeman a dit exactement pour que tout le monde se mette à tourner en rond? Et qu'est-ce que les gens ont découvert? Restez dans les parages, car il pourrait bien s'agir de la révélation que personne n'a vu venir. Les révélations choquantes de Morgan Freeman sur Gene Hackman. Lors de la 97e cérémonie des Oscars à Los Angeles, Morgan Freeman a rendu un hommage solennel à Gene Hackman. Freeman avait partagé l'écran avec Hackman à plusieurs reprises, notamment dans Unforgiven en 1992. Cette performance a permis à Hackman de remporter son deuxième Oscar. M. Freeman a décrit M. Hackman comme un acteur généreux dont le talent élevait tous les projets qu'il touchait. Bien qu'il ait été récompensé par 2 Oscars, M. Freeman estime que l'héritage de M. Hackman va bien au-delà des récompenses. Dans son discours, M. Freeman a expliqué comment M. Hackman considérait sa propre carrière. Hackman ne s'est jamais soucié de laisser un grand héritage. Il voulait simplement que l'on se souvienne de lui comme quelqu'un qui avait fait du bon travail. Freeman a terminé son discours en reconnaissant la perte ressentie par l'industrie et les fans. Le segment hommage de la cérémonie a également présenté des scènes de l'impressionnante carrière de Hackman, qui s'étend sur 6 décennies. Mais derrière cet hommage sincère se cache un mystère troublant qui continue de dérouter les fans et les enquêteurs. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se pencher sur les derniers jours de Hackman et de sa femme, Betsy Arakawa. Les dernières activités connues d'Arakawa ont eu lieu le 11 février. Elle a communiqué avec un massothérapeute en fin de matinée avant de faire des courses à Santa Fe, notamment dans une épicerie, une pharmacie et un magasin d'aliments pour animaux. Dans la soirée, Arakawa est retournée dans la communauté fermée où elle vivait avec Hackman. Après cela, toute communication a cessé. Les autorités pensent que c'est le jour de sa mort. Les données du stimulateur cardiaque de Hackman ont révélé une activité cardiaque le 17 février et un rythme cardiaque irrégulier a été détecté le lendemain. Ce rythme anormal, identifié comme une fibrillation auriculaire, a marqué le dernier signe de vie enregistré de l'acteur. Le médecin légiste en chef, le docteur Heather Jarrell, a conclu qu'il était probable que Hackman soit décédé vers le 18 février. Ce n'est que le 26 février que quelqu'un a remarqué que quelque chose n'allait pas. Un agent d'entretien s'est présenté pour effectuer des tâches de routine, mais n'a pas pu pénétrer à l'intérieur. Inquiet, il a contacté un agent de sécurité qui a jeté un coup d'œil à l'intérieur et a vu 2 corps immobiles. L'employé a immédiatement appelé le 911, ne sachant pas si les personnes respiraient. D'autres travailleurs ont indiqué qu'ils voyaient rarement le couple et que leur dernier contact avec eux remontait à près de 2 semaines. Lorsque les autorités ont finalement pénétré dans la vaste propriété, elles ont trouvé un spectacle à la fois troublant et triste. Hackman a été retrouvé tout habillé dans une pièce près de la cuisine, sa canne gisant à côté de lui. Arakawa a été retrouvé dans la chambre à coucher, son corps présentant des signes de momification, en particulier ses mains et ses pieds. Son visage était gonflé, ce qui laissait supposer que beaucoup de temps s'était écoulé depuis sa mort. Les autorités pensent que les corps n'ont pas été découverts pendant longtemps. 2 semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour que quelqu'un s'en aperçoive. Cette révélation n'a fait qu'alimenter les rumeurs et les spéculations sur leur mort. Certains ont parlé d'un acte criminel, d'autres évoquent un accident tragique ou des complications de santé. Mais personne n'est sûr de rien. Les premiers rapports ont écarté l'hypothèse d'une intoxication au monoxyde de carbone comme cause du décès. La New Mexico Gas Company a confirmé que les conduites de gaz étaient intactes. Pas de fuite, pas de problème. Les enquêteurs n'ont pas non plus trouvé de signes d'effraction ou d'actes criminels. Certes, la porte d'entrée était restée ouverte, mais ils n'ont rien soupçonné. Pourtant, les pilules éparpillées dans la salle de bain et la chambre à coucher laissent entrevoir une possibilité inquiétante. S'agit-il d'une overdose accidentelle ou d'un pacte de suicide? Bien que le bureau du shérif de Santa Fe n'ait pas immédiatement écarté cette hypothèse, l'état des corps a laissé les autorités et le public en quête de réponses. Même le shérif Adán Mendoza a admis que l'enquête était très ouverte. Tout était envisageable, de l'accident tragique au double homicide. Depuis, les spéculations vont bon train et l'Internet explose de théories. Certains prétendent que Hackman était lié à un culte secret de sorcellerie de Santa Fe, connu sous le nom de The Healer. L'accusation s'est brièvement retrouvée sur la page Wikipédia de l'acteur avant d'être rapidement effacée. Certains pensent qu'il y a quelque chose de louche. La mort soudaine de Gene Hackman est survenue au moment où les dossiers non scellés de Jeffrey Epstein ont été rendus publics. Les médias sociaux se sont déchaînés sur les théories du complot. Un message viral l'a exprimé sans embâge.
Gene Hackman mort de ce qui ressemble à un pacte de suicide le jour où les dossiers Epstein sont publiés. Une coïncidence? Je ne pense pas. La véritable horreur de la scène n'était pas seulement les corps, c'était tout ce qui les entourait. Lors d'une interview sur CNN, Joseph Morgan, enquêteur chevronné de la police criminelle, a décrit la scène comme très, très complexe. Certes, les médicaments éparpillés et le radiateur renversé sont préoccupants. Mais pour Morgan, la plus grande sonnette d'alarme a été la porte d'entrée qui a été trouvée ouverte. Morgan a déclaré « La porte était en fait ouverte. Et pour moi, en tant qu'enquêteur sur les décès, c'est important. J'espère qu'ils vont explorer cela très, très profondément. Le fait que cela vienne d'un homme qui a certainement vu plus de scènes de crimes que la plupart d'entre nous en dit long. Cependant, les autopsies ont révélé qu'Arakawa était décédé du syndrome pulmonaire à hantavirus le 11 février. Environ une semaine plus tard, vers le 18 février, Hackman est également décédé. Le docteur Heather Jarrell, responsable de l'enquête médicale pour le Nouveau-Mexique, a conclu que les deux décès étaient naturels et qu'il n'y avait aucune trace de traumatisme interne ou externe. Leur chienne, Zina, a été retrouvée morte près d'Arakawa. Les autorités ont noté que Zina avait été récupérée dans un hôpital vétérinaire le 9 février à la suite d'une intervention, ce qui explique pourquoi l'animal a été découvert confiné dans un chenil. M. Jarrell a suggéré que la maladie d'Alzheimer avancée de M. Hackman l'avait probablement empêché de réaliser que sa femme était décédée. La chronologie indique que la mort d'Arakawa est survenue le 11 février, après l'apparition de symptômes ressemblant à ceux de la grippe. Selon une source du CDC, si la résidence principale du couple ne présentait aucun signe d'activité de rongeur, certaines dépendances de la propriété, dont un garage et 2 casitas, contenaient des excréments de rongeurs et d'autres signes d'infestation. L'hantavirus, qui apparaît principalement au printemps et en été, se propage par l'exposition à des excréments de rongeurs infectés. Cette exposition est fréquente dans les endroits clos ou mal ventilés. Bien qu'il soit présent dans le monde entier, la plupart des cas aux États-Unis sont signalés dans les États de l'Ouest. Le virus peut provoquer des infections pulmonaires graves, parfois mortelles, caractérisées par une toux, un essoufflement et une oppression thoracique. Le taux de mortalité de la souche communément rencontrée dans le sud-ouest des États-Unis varie de 38% à 50%. Le virus n'est pas transmissible d'une personne à l'autre. Le Dr Jarrell a reconnu qu'il était difficile de déterminer l'heure précise du décès. Cependant, elle a estimé que la mort de Hackman était survenue autour du 18 février. Les autorités ont reconstitué les jours qui ont précédé la tragédie. Le 9 février, Arakawa a récupéré Zina à l'hôpital vétérinaire après l'avoir soignée. 2 jours plus tard, le 11 février, elle a échangé des courriels avec son massothérapeute avant de se rendre sur un marché de producteurs. Des images de surveillance l'ont filmée dans un CVS peu après sa visite au marché, puis dans un magasin local d'aliments pour animaux de compagnie. Son véhicule a ensuite été enregistré en train d'entrer dans la communauté fermée à 17h15, le 11 février. Après cette soirée, de nombreux courriels qui lui ont été envoyés sont restés sans réponse, et toute communication a cessé. Les amis et la famille ne savent plus où donner de la tête. Doug Lanham, ami de Hackmanette, ancien partenaire commercial, n'arrivait pas à comprendre. Hackman avait 95 ans et luttait contre un Alzheimer avancé, certes, mais il continuait à écrire et à peindre. Pour un homme dont l'esprit s'éloignait de la réalité, il était étonnamment productif. M. Lanham le connaissait depuis 2004. Les deux hommes ont été copropriétaires du restaurant Jinja de Santa Fe pendant plus de 10 ans. Doug connaissait bien l'homme, mais le mystère entourant la mort de Gene l'a amené à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. Lanham n'arrivait pas à croire que Hackman n'avait pas pu appeler à l'aide pendant toute la semaine où sa femme s'était soi-disant effondrée. Au cours de sa vie, Hackman a subi plus de pertes que la plupart des gens ne peuvent en supporter. Il a connu sa part de tragédies, et certaines d'entre elles sont incroyablement déchirantes. Hackman a subi de nombreuses tragédies. Gene Hackman a toujours préféré laisser parler son travail. Hors caméra, il reste insaisissable. Il a été très difficile de l'interviewer, non pas par arrogance, mais parce qu'il est profondément privé. Pour Hackman, jouer est une expérience intime, qu'il n'a jamais aimé expliquer. Pourtant, en de rares occasions, il s'est ouvert aux chapitres les plus sombres de sa vie, des moments marqués par la douleur et la perte. En 1994, à l'âge de 63 ans, avec 62 films à son actif, Hackman parle au Los Angeles Times des traumatismes ancrés dans son enfance. Son tempérament notoire et ses heurts avec les réalisateurs tout au long de sa carrière ne sont pas de simples rumeurs. Ils étaient vrais et étaient le résultat de son esprit rebelle, qui a été façonné par son éducation troublée. Il a grandi pendant la Grande Dépression, avec un père violent qui croyait que la discipline passait par la cruauté, et une mère qui luttait contre l'emprise implacable de l'alcoolisme. Pour s'échapper, Hackman s'est construit un sanctuaire dans le sous-sol de sa maison. Selon lui, il s'agissait d'une enceinte rudimentaire en carton,
une fragile forteresse où il pouvait se sentir en sécurité. Pourtant, malgré la peur et la colère, il a besoin de l'approbation de son père. Les samedis étaient censés être leur moment privilégié, mais ce rituel a volé en éclats un week-end lorsque son père a quitté définitivement la famille. Hackman n'avait que 13 ans à l'époque. Il a regardé son père s'éloigner, ne lui offrant rien d'autre qu'un signe de la main depuis la fenêtre de la voiture. Ce simple geste était définitif. Hackman dit avoir compris la vérité. Il savait que son père ne reviendrait jamais. C'était un adieu silencieux mais dévastateur. Malgré l'abandon, Hackman a admis qu'il n'avait jamais ressenti de haine envers son père. Au contraire, il a continué à l'aimer, même s'il a dû faire face aux années difficiles qui ont suivi. Il a été contraint de vivre avec sa grand-mère à Danville, dans l'Illinois, en compagnie de son frère et de sa mère. Il lutte contre la frustration et éprouve le besoin désespéré de s'échapper. Ce désespoir l'a poussé à s'engager dans les Marines à l'âge de 16 ans. Pourtant, la présence de sa mère est restée. Ils allèrent souvent au cinéma ensemble, et elle lui a dit un jour qu'il serait merveilleux de le voir sur grand écran. Hackman n'a jamais oublié ces mots, mais elle ne sera jamais témoin de son succès. 5 ans avant son rôle dans Bonnie and Clyde, sa mère meurt dans l'incendie de sa maison. Selon les rapports, elle s'était évanouie en état d'ébriété alors qu'elle tenait une cigarette allumée, provoquant un incendie mortel. Hackman parle rarement de cet incident. S'il avait pu lui montrer l'un de ses films, a-t-il dit un jour, cela aurait été « Je n'ai jamais chanté pour mon père ». En 1986, son mariage de 30 ans s'est soldé par un divorce. Ce qui a rendu l'échec du mariage de Gene Hackman encore plus douloureux, c'est l'importance que sa femme a eue pour lui à un moment difficile de sa vie. Alors qu'il se débattait et se sentait désespéré, Faye Maltese est entrée dans sa vie. Elle a cru en lui alors que personne d'autre n'y croyait. Ils se sont mariés en 1956 et ont eu 3 enfants. Faye l'a encouragé à suivre une formation d'acteur, le poussant à poursuivre ses rêves. Suivant ses conseils, Hackman s'inscrit à la Pasadena Playhouse. Mais au lieu de trouver du soutien, il s'est heurté à un rejet encore plus grand. Ses camarades de classe étaient plus jeunes et plus raffinés, ce qui lui donnait l'impression d'être un étranger. Ses professeurs étaient sévères et lui ont donné la plus mauvaise note jamais attribuée par l'école. Pendant cette période difficile, Hackman a trouvé un ami inattendu en la personne de Dustin Hoffman. Hoffman était lui aussi considéré comme un outsider et avait du mal à s'intégrer. Ils se sont rapidement liés, passant leur pause à jouer des bongos sur le toit et partageant des histoires sur le rejet. Tous deux ont été élus les moins susceptibles de réussir. Mais au lieu d'abandonner, ce jugement sévère n'a fait que renforcer la détermination de Hackman. L'effondrement de sa propre vie familiale se reflète dans son travail sur le film Twice in a Lifetime, qui raconte l'histoire d'un homme qui abandonne sa vie de famille pour une nouvelle histoire d'amour. Le rôle le touche de trop près et Hackman s'efforce de canaliser sa douleur personnelle dans son interprétation. C'est une bataille perdue d'avance. Dans une interview accordée au New York Times en 1989, Hackman a admis que sa quête incessante du succès avait eu un prix élevé. L'attrait de la célébrité, de la richesse et de la validation l'a consumé. Une obsession pour le garçon qui avait grandi en se sentant indésirable. Cette soif d'acceptation a eu de lourdes conséquences. En réfléchissant à sa relation avec ses enfants, Hackman a parlé de son absence. Lorsque GQ lui a demandé quels conseils il pourrait donner à son fils, sa réponse a été douloureusement honnête. Il a déclaré que son travail l'avait éloigné si souvent qu'il ne se sentait plus capable de donner des conseils. La distance entre eux était trop grande, et c'était une blessure qui n'avait pas été soignée pendant des années. À l'époque, la célébrité et le succès ne rendent pas Hackman heureux. Dans les années 1970 et au début des années 1980, sa vie est un véritable gâchis. Il gaspille son argent dans des avions privés, des voitures de luxe et des objets coûteux dont il n'a pas besoin. Désespéré par le manque d'argent, il accepte presque tous les emplois d'acteur qu'il peut obtenir, même des rôles dans des films oubliables comme L'Aventure du Poséidon. Ses finances sont devenues si mauvaises qu'il a dû emprunter la vieille voiture de sa fille pour se rendre à des entretiens. Une autre tragédie dévastatrice survient en 1982, avec la mort de son ami proche, Norman Gary. Gary était un avocat spécialisé dans le divertissement et l'un des premiers alliés professionnels de Hackman. Il s'est suicidé, ce qui a brisé Hackman. Il s'enfuit dans le travail, non par ambition, mais pour survivre. Le travail était quelque chose qu'il pouvait contrôler, quelque chose de prévisible. La tragédie ne s'est pas arrêtée là. Des bruits de scandale ont rapidement suivi la mort de Gary. Des allégations ont fait surface, accusant certains des clients de Gary d'être impliqués dans un vaste système de détournement de fonds. Ces allégations étaient suffisamment sérieuses pour que le bureau du procureur du district de Los Angeles lance une enquête spéciale. Mais après des mois d'examen minutieux, rien d'irrégulier n'a été découvert. La réputation de Gary est restée intacte, mais le mal était fait. L'appétit impitoyable d'Hollywood pour les scandales a fait des ravages. Comme le fera remarquer plus tard le spécialiste des relations publiques Michael Maslansky,
Hollywood est une ville qui meurt d'envie de connaître la prochaine disgrâce. Hackman continue d'aller de l'avant, livrant des performances puissantes année après année. Mais une menace plus personnelle l'attendait. En 1990, alors qu'il passe des vacances dans l'Oregon après le tournage de Company Business, Hackman ressent des douleurs thoraciques soudaines et écrasantes. Les examens confirment un rétrécissement dangereux de l'artère qui sera suivi d'une intervention chirurgicale d'urgence. Selon son cardiologue, Hackman allait bien. La vérité, cependant, était bien plus troublante. Les médecins ont dit à sa femme que s'il avait retardé le traitement de quelques heures seulement, il serait mort. Mais même ce frôlement de la mort n'a pas réussi à le ralentir. Hackman a continué à jouer pendant 15 ans. Cependant, le rythme implacable a fait des ravages. Son dernier film, la comédie Welcome to Mooseport 2004, n'a pas été un succès. Les critiques n'étaient pas tendres et le public n'était pas intéressé. Mais ce n'est pas un échec cinématographique qui l'a poussé à prendre sa retraite. C'est quelque chose de bien plus effrayant. En 2009, la véritable raison est apparue. Un test d'effort effectué à New York révèle que son cœur ne peut plus supporter les exigences de sa carrière. Il reçoit un avertissement clair. Continuer à jouer et les conséquences pourraient être fatales. Le choix ne lui appartient plus. Son corps a tiré la sonnette d'alarme. Lorsque quelqu'un lui a demandé en 2008 si le showbiz lui manquait, Hackman a admis que c'était le cas. On ne disparaît pas du jour au lendemain après avoir consacré des décennies à l'écriture de scénarios, à la création de personnages et à des emplois du temps exténuants. Mais cette fois, la décision n'était pas vraiment la sienne. Son corps avait déjà tiré un trait. Peut-être que c'est ce contact avec la mort qui l'a rendu si fort. C'est peut-être pour cela qu'il a toujours eu l'air d'être le genre de type avec lequel on ne veut pas se frotter. C'est peut-être pour cela qu'il s'est vraiment frotté à beaucoup de gens. À l'intérieur des combats, qui lui ont fait tourner le dos à la célébrité. En 1992, Gene Hackman s'était déjà imposé comme l'un des acteurs les plus formidables d'Hollywood. Aussi, lorsque Clint Eastwood lui propose le rôle de l'impitoyable shérif Daggett dans Unforgiven, le succès semble inévitable. Pourtant, dès l'arrivée de Hackman sur le plateau, quelque chose cloche. Il semblait très en colère. L'un de ses covedettes, Richard Harris, a été choisi pour jouer le rôle d'un personnage brutalement battu par le shérif Daggett dans une scène cruciale. Des moments comme celui-ci exigent confiance et coordination entre les acteurs. Mais dès le début, le profond ressentiment de Hackman à l'égard de Harris était clair. L'origine de sa colère remonte à près de 3 décennies. En 1966, les deux hommes avaient travaillé ensemble sur le film Hawaii. Hackman se souvient clairement de Harris, mais à son grand désarroi, Harris ne se souvient pas de lui. Cet affront est plus profond que Hackman ne veut l'admettre. Au moment de filmer la violente confrontation, la rage de Hackman est devenue dangereusement réelle. Il a canalisé des années de ressentiment et a livré une performance si intense qu'elle semblait presque incontrôlée. Il a canalisé des années de ressentiment et a livré une performance si intense qu'elle semblait presque incontrôlée. Dans son esprit, il ne se contentait pas d'incarner le shérif Daggett. Il affrontait le manque de respect qu'il ressentait depuis des décennies. La réputation d'intensité de Hackman n'était pas un secret. Alan Parker, qui l'a dirigé dans Mississippi Burning, a dit un jour que chaque cinéaste avait une liste d'acteurs avec lesquels il rêvait de travailler. Et Hackman en faisait toujours partie. Pourtant, cette même intensité s'accompagnait souvent d'un côté imprévisible. En 2001, le réalisateur Wes Anderson a créé le rôle de Royal Tenenbaum spécialement pour Hackman dans The Royal Tenenbaums. Anderson était un talent en pleine ascension et il avait déjà obtenu des noms comme Angelica Houston. Mais lorsqu'il a approché Hackman, il s'est heurté à une hostilité inattendue. Hackman ne s'est pas contenté de refuser l'offre, il l'a fait avec colère. L'idée qu'un jeune réalisateur ait écrit un rôle spécialement pour lui semblait arrogante, voire irrespectueuse. Mais la colère de Hackman n'était pas qu'une question d'ego. Elle provenait d'une vulnérabilité plus profonde qu'il laissait rarement entrevoir. Dans une interview ultérieure au New York Times, Gene Hackman a admis qu'il hésitait à jouer Royal Tenenbaum parce que le personnage lui était trop proche. La cruauté de Royal envers sa famille lui rappelait son propre passé, en particulier la façon dont il avait traité son ex-femme, Faye Maltese, et leurs enfants. L'idée qu'il le regarde jouer un tel personnage le mettait mal à l'aise. Mais il y avait une autre raison pour laquelle le rôle ne lui plaisait pas. Wes Anderson a révélé qu'il s'agissait d'une question d'argent. Le reste de l'équipe de stars avait accepté de travailler pour moins cher et voulait que Hackman fasse de même. Le réalisateur a déclaré que l'argent était plus important pour lui que le fait de déterrer des souvenirs douloureux. Pourtant, Anderson n'a jamais abandonné. Malgré les refus répétés de Hackman, il a persisté, envisageant même de faire appel à d'autres acteurs comme Michael Caine et Gene Wilder. Mais il ne pouvait se défaire du sentiment que seul Hackman pouvait donner vie à Royal Tenenbaum. Sa persistance a fini par lasser Hackman. Ce dernier a accepté de jouer le rôle. Une décision que beaucoup regretteront par la suite.
Dès l'arrivée de Hackman sur le plateau, sa colère est apparue clairement. Il ne voulait pas du rôle, et il s'est assuré que tout le monde le sache. Il a déversé sa frustration sur Anderson, lui lançant des insultes virulentes, parfois devant toute l'équipe. Mais la colère de Hackman allait au-delà des mots. Il a grandi avec une idée dure, à l'ancienne, de ce que signifie être un homme. Ainsi, lorsqu'il a vu le style calme et poli d'Anderson, il ne l'a pas supporté. Il a ouvertement manqué de respect à Anderson, ignorant complètement ses directives. Anjelica Huston a plus tard fait part de la dureté de Hackman. À un moment donné, il s'est emporté contre Anderson, lui disant de remonter son pantalon et d'agir comme un homme. L'animosité est devenue si féroce que Bill Murray a pris sur lui d'intervenir. En tant que l'un des plus proches collaborateurs d'Anderson, Murray ne pouvait pas supporter de voir son ami subir la colère de Hackman. Bien qu'on n'ait pas besoin de lui sur le plateau tous les jours, il s'est quand même présenté. Mais même avec Murray à ses côtés, les choses n'allaient pas très bien. La tension entre Hackman et un autre acteur, Luke Wilson, n'a fait qu'empirer les choses. Wilson avait un énorme béguin pour Gwyneth Paltrow, qui jouait son intérêt amoureux dans le film. Ses nerfs étaient à fleur de peau chaque fois qu'ils jouaient une scène ensemble. Il n'arrêtait pas de gâcher ses répliques et de trébucher sur ses mots. Hackman, qui est un professionnel chevronné qui cloue son texte à chaque fois, n'en pouvait plus. Chaque prise ratée poussait sa patience à bout. Et plus cela se produisait, plus le plateau devenait tendu. L'attitude dure de Gene Hackman n'était pas réservée à ses partenaires masculins. Les actrices le ressentaient aussi. Anjelica Huston l'a vite appris sur le tournage de The Royal Tenenbaums. Dans leur première scène ensemble, elle a dû gifler Hackman. Et elle ne s'est pas retenue. Elle l'a giflé si fort qu'elle a laissé une marque rouge sur sa joue. Pendant un moment de tension, Huston a retenu son souffle, attendant qu'il riposte. Selon ses propres termes, elle a déclaré « Je ai donné lui une très bonne gifle. J'ai vu l'empreinte de ma main sur sa joue et je me suis dit qu'il allait me tuer. » Malgré l'ambiance difficile, The Royal Tenenbaums est devenu l'un des rôles les plus célèbres de Hackman. Il l'a fait entrer dans la légende du cinéma. Mais ce que la plupart des gens ignoraient, c'est qu'il s'agirait de l'une de ses dernières performances. Après ce film, Hackman n'a joué que 2 autres rôles. Runaway Jury, dans lequel il partage l'écran avec son vieil ami Dustin Hoffman, et Welcome to Mooseport. Mais en 2004, lors d'une interview à Larry King Live, Hackman a déclaré qu'il pensait que sa carrière d'acteur était terminée. Sa sortie d'Hollywood a été discrète, mais il n'en avait pas encore fini avec les ennuis. Pendant le tournage de The Royal Tenenbaums, Hackman se retrouve au centre d'un autre incident. Un accident de la route mineure à West Hollywood a dégénéré. Selon Hackman, l'autre conducteur l'a frôlé, ce qui a déclenché sa rage. Sans hésiter, Hackman a frappé l'homme et les deux se sont battus dans la rue. La bagarre n'a pris fin que lorsque les policiers sont arrivés pour les séparer. Plus tard, Hackman admettra avec un peu de fierté « J'ai reçu quelques bons coups ». Cette nature avide de sensations fortes, Hackman l'a connue pendant des années. À la fin des années 1970, il s'est lancé dans la course automobile à grande vitesse, participant même à d'épuisantes épreuves d'endurance de 24 heures. Son appétit pour le danger s'est étendu à la plongée sous-marine avant de se fixer sur une nouvelle obsession, le cyclisme. Mais en 2012, à l'âge de 81 ans, la nature audacieuse de Hackman a failli lui coûter la vie. Alors qu'il circulait à vélo dans les Keys de Floride, une camionnette l'a percuté de plein fouet. Pour ne rien arranger, il ne portait pas de casque. Les médias ont rapidement annoncé qu'il avait été hospitalisé pour des blessures graves. Pourtant, fidèle à sa nature, Hackman a balayé l'incident d'un revers de main. Son attaché de presse a insisté sur le fait que Hackman n'avait subi que des blessures mineures et qu'il était déjà sur le chemin du retour. Lors du tournage de French Connection, le réalisateur William Friedkin voulait que les choses aient l'air réelles. Il a donc fait appel à des flics à la retraite pour montrer aux acteurs comment procéder. Le conseil qu'ils ont donné à Gene Hackman et Roy Scheider a été de les suivre lors de patrouilles dans les quartiers les plus difficiles de New York. Ne faites rien, contentez-vous de regarder et d'apprendre. Mais Hackman avait d'autres idées. Perdu dans son rôle de Popeye Doyle, il ne s'est pas contenté de regarder. Lors d'une arrestation, alors que les flics coinçaient un suspect, l'instinct de Hackman s'est manifesté. Sorti de nulle part, il s'est jeté sur le suspect, l'a poussé dans une voiture de patrouille et a pris les choses en main comme s'il était un vrai flic. C'était imprudent et illégal. Pendant un instant, Hackman a cru qu'il était dans le pétrin. Mais la chance était de son côté, il s'en est sorti. Curieusement, si la violence réelle l'a ébranlé, cela ne l'a pas empêché de plonger la tête la première dans les ennuis. Son ami Dustin Hoffman a un jour révélé son secret. Lors de soirées, Hackman partait soudainement, poussé par une étrange envie de se battre. Ses nuits se terminaient souvent dans des bars louches, les poings serrés, à la recherche d'ennui. Il s'est engagé sans relâche dans son métier. Le métier d'acteur n'était pas seulement un travail, c'était une obsession.
Le dévouement de Hackman brouillait la frontière entre la réalité et la performance. Il ne se contentait pas d'interpréter des personnages intenses, il les incarnait. Et parfois, cette intensité le suivait en dehors du plateau, qu'il le veuille ou non. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.